Section 17 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 17. Le couvent. L'abbaye de Frontenac s'élevait, comme nous l'avons dit, à quelque distance de la petite ville de Florac, dans une de ces situations pittoresques, saines, avantageuses, que les moines savaient si bien reconnaître quand ils choisissaient le lieu de leur demeure. Elle était assise dans une plantureuse vallée, et son climat n'avait rien de l'âpreté inhospitalière du nord de la province. Les arbres fruitiers, la vigne, le mûrier, connus seulement de nom dans le haut pays, prospéraient autour du monastère, avec les céréales qui nourrissent l'homme, et les plantes fourragères qui nourrissent les bestiaux. La vallée de Frontenac appartenait déjà à cette région bénie, qu'on appelle le Midi de la France. C'était déjà le Midi, avec son ciel bleu, son soleil pur, et ses bouffées ardentes du sirocco. Sans doute les longues chaînes de montagnes qui s'étendaient à l'horizon comme des barrières d'azur lui envoyaient aussi, par intervalles, leurs nuages orageux, leurs torrents dévastateurs, leurs tourbillons de neige. Mais la nature avait tant de puissance et de fécondité sur ce coin privilégié que ces désastres étaient bien vite réparés, et que chaque année finissait toujours par apporter son contingent d'abondance et de richesse. La fondation de la maison religieuse, établie dans cette vallée, remontait, comme nous le savons, à une haute antiquité, et plusieurs de ses prophètes avaient joué un rôle important dans l'histoire des provinces de la Languedoc. Les moines de ce couvent étaient de ces compilateurs érudits, célèbres sous le nom de bollandistes, de bénédictins, qui se livraient à des travaux historiques et littéraires. Bon nombre des infolios poudreux qui surchargent encore les rayons de nos bibliothèques publiques ont été composés dans les cellules de Frontenac. Aussi, l'élévation et l'étendue des bâtiments témoignent-elles de l'importance de cette illustre abbaye. On y retrouvait à la fois l'architecture fleurie des XIIe et XIIIe siècles et les surfaces planes, les angles droits des constructions modernes. Çà et là, des pignons délabrés, des pierres calcinées par l'incendie, rappelaient les révolutions, les désastres qu'elle avait éprouvés. Mais l'ensemble des constructions, qui se développaient sur plusieurs cours, avait un aspect majestueux. Les cloîtres surtout étaient magnifiques, et un parc immense, ombragé d'arbres séculaires, offrait aux religieux de longues allées, favorables à la méditation. En dehors de ce vaste assemblage de bâtiments existait un pavillon isolé, avec un jardin particulier et une entrée spéciale. C'était, pour ainsi dire, la partie séculière de l'abbaye. On l'appelait le pavillon des hôtes. Il servait de logement aux personnes qui avaient affaire au couvent, aux parents, aux amis des religieux, aux simples visiteurs même, et tous y étaient défrayés avec une hospitalité somptueuse. Là demeurait aussi Léonce, à qui sa proche parenté avec le prieur tout-puissant de Frontenac avait mérité une pareille faveur. L'élève chéri du monastère occupait dans ce corps de logis un petit appartement, composé d'une chambre à coucher et d'un cabinet de travail. Tant qu'il avait été enfant, une vieille gouvernante l'avait soigné avec une tendresse maternelle. Plus tard, un frère laid était venu remplir auprès de lui les fonctions d'un domestique attentif et dévoué. Quant à l'éducation et à l'instruction de Léonce,
Elle avait été particulièrement l'œuvre de son oncle le prieur, mais les autres pères de Frontenac y avaient pris aussi une grande part. Tout ce que l'abbaye renfermait de linguistes, d'historiens, de mathématiciens, de théologiens, s'était fait un plaisir d'orner l'esprit de ce bien-aimé pupille du couvent, et jamais jeune homme n'avait eu plus de maîtres éminents dans les diverses branches des connaissances humaines. Aussi Léonce était-il un prodige d'érudition, en même temps que l'habitude de voir au pavillon des hôtes nombreux, gens distingués pour la plupart, lui avait donné insensiblement l'usage de ce monde au milieu duquel il devait vivre un jour. Mais depuis que Léonce était revenu de Mercoire avec son oncle, à la suite des événements que nous connaissons, tout avait bien changé de face dans le tranquille pavillon des hôtes. L'habitant de ces lieux, autrefois sédentaire, silencieux, toujours absorbé par l'étude, était devenu bruyant et dissipé. Il sortait ou rentrait à toute heure du jour et de la nuit. Il s'entourait de personnes étrangères au couvent. Il montait à cheval, et ses chiens de chasse troublaient parfois de leurs aboiements l'office de l'église voisine. Dans son cabinet de travail, les instruments de mathématiques se couvraient de rouille, les sphères étaient rongées de poussière, les livres, empruntés à la riche bibliothèque de l'abbaye, gisaient sur le plancher, tandis que les meubles étaient chargés de fouets, d'éperons, de fusils. En un mot, l'habitant du pavillon avait passé subitement de la vie studieuse et contemplative à la vie active et turbulente qui annonce l'âge des passions. Cependant ce changement n'avait paru ni surprendre ni affliger le prieur et les autres dignitaires de Frontenac. Loin de là, on souriait avec indulgence aux dissipations de Léonce, et son oncle, avec une complaisance qui semblait toucher à la faiblesse, lui permettait de se livrer sans contrainte à ses goûts. Quelques moines de rang inférieur murmuraient bien parfois contre les bruyants écarts du jeune homme émancipé. Mais on ne les écoutait pas. Le neveu du prieur conservait une indépendance absolue dans sa conduite, et s'il était soumis à une surveillance, cette surveillance soigneusement dissimulée ne pouvait lui donner aucun ombrage. On atteignit ainsi le commencement de l'hiver, par une belle matinée de novembre. Léonce était parti pour la chasse avec son piqueur et son domestique. Impatient de le revoir, le père Bonaventure eut la fantaisie d'aller au-devant de lui. Il sortit donc de l'abbaye, et ouvrant son bréviaire, il suivit à pas lents un chemin bien entretenu qui s'enfonçait dans la campagne. Quoique le froid eût exercé déjà ses rigueurs dans les montagnes environnantes, l'heureuse vallée de Frontenac n'en avait pas subi trop cruellement les atteintes. L'herbe était verte encore, et les châtaigniers n'avaient pas perdu leur feuillage. D'ailleurs, un soleil chaud, quoique pâle, réjouissait la nature et faisait chanter les oiseaux dans les buissons. Le prieur, après avoir terminé la lecture de l'office du jour, vint s'asseoir sur le parapet d'un pont de bois, d'où l'on découvrait un vaste paysage. Ce pont était la limite de ses promenades, et c'était aussi là que son neveu le rejoignait d'ordinaire. Cette fois encore, l'attente du père Bonaventure ne devait pas être vaine. Bientôt, un coup de feu et des aboiements lointains lui annoncèrent le retour des chasseurs. Puis Léonce lui-même sortit d'un taillis, le fusil sur l'épaule, suivi de ses piqueurs et de ses chiens. Mais en attendant que son neveu l'eût rejoint, le moine jeta machinalement un regard du côté opposé, et il remarqua un objet qui ne manqua pas de distraire son attention. C'était une litière fermée que portaient deux mulets, l'usage des voitures étant alors
impossible dans ces régions montagneuses. Outre le muletier, qui marchait en avant, 4 laquais à cheval escortaient la litière. Cette petite caravane descendait un des coteaux qui dominaient la vallée et se dirigeait vers l'abbaye. Le prieur devint pensif. « Qui se peut-il être ?» se demanda-t-il. « Nous n'attendons personne au couvent, à moins que quelqu'un de ces pauvres gentilshommes du voisinage qui apprécient fort notre chair. Mais non, ces gentilshommes viendraient à cheval. C'est une dame ou un ecclésiastique qui voyage de cette façon. Une dame ne serait pas admise à l'abbaye. Il faut donc que ce soit, mais un ecclésiastique ainsi accompagné doit être fort éminent en dignité. » Il se tut et examina de nouveau les voyageurs. « Bah !» reprit-il enfin, « ce que je redoute ne saurait être, du moins de sitôt. Les bruits qui sont parvenus jusqu'à moi n'ont rien de positif. Il s'agit tout bonnement, je gage, de quelque révérend père de Saint-Énimie, qui vient rendre visite à notre abbé. » Il fut interrompu dans ses réflexions par Léonce, qui, précédant son monde, accourait accompagné seulement d'un beau limier noir à taches de feu. Le neveu du prieur semblait avoir grandi et avoir acquis une vigueur nouvelle depuis 3 mois. Son teint était maintenant bruni par le soleil et l'exercice. Il avait un aspect mâle, une contenance assurée, qui ne rappelait en rien sa timidité cléricale d'autrefois. Il portait un élégant costume de chasse en drap vert, galonné d'or, et ressemblait plutôt à un jeune et brillant gentilhomme. Ami des plaisirs bruyants et des joies mondaines, qu'à cet écolier studieux élevé à l'ombre du cloître, qui récemment demandait, comme une grâce, de prononcer des vœux à l'abbaye de Frontenac. Néanmoins, Léonce avait rien perdu de son respect pour son oncle et son bienfaiteur. En approchant de lui, il ôta son chapeau et alla baiser la main du père Bonaventure. Ce fut seulement, après s'être acquitté de ce devoir, qu'il s'écria d'un ton joyeux. « Bonne nouvelle, mon oncle. Une chasse magnifique. Un renard et 2 lièvres tués de plus de 60 pas, et toujours à balles franches. Denis, mon piqueur et mon précepteur en vénerie, est dans le ravissement. Quant à moi, je n'ose me prévaloir encore de mes succès. Je les attribue surtout à l'excellence de cette carabine de liège que vous m'avez donnée, et aussi à l'instinct merveilleux de ce limier que vous avez trouvé moyen, je ne sais comment, de détourner d'une meute princière. » Et il caressait distraitement le bel animal qui bondissait autour d'eux en agitant sa queue effilée. « Pas tant de modestie, mon enfant, » dit le moine avec bonté. « Ces succès sont dus avant tout à votre adresse. Mais je suis ravi que votre limier se conduise bien, et pour compléter votre équipage de chasse, vous allez trouver à l'abbaye le chien de Jean Godard, ce dogue courageux, qui seul, de tous les chiens du pays, a osé poursuivre et attaquer la bête du Gévaudan. Serait-il possible, mon oncle? Mais j'avais entendu dire que M. de la Rocheboisseau, le baron, en effet, avait compris, comme vous, l'importance d'un pareil auxiliaire, car il paraît avoir adopté un plan de campagne analogue au vôtre. Il a donc fait offrir à Jean Godard 20 louis pour la possession de son chien. Mais j'en avais déjà donné 40, et Jean Godard vient de m'envoyer ce vigoureux animal que vous trouverez à l'attache dans l'écurie du pavillon. C'est pour vous annoncer cet heureux résultat de mes efforts que je suis venu au-devant de vous. » Léonce était transporté de joie, et il exprima chaleureusement ses remerciements au prieur. « Mais alors, mon cher oncle, poursuivit-il, qui m'empêche de me mettre dès à présent à la poursuite de la bête?
Mon éducation de tireur et de chasseur est terminée. Mon équipage est prêt. Denis et Gervais, mon second piqueur, me sont également dévoués. Ils me suivront en quelque endroit que j'aille. Pourquoi tarderiez-vous à me donner congé? D'après les derniers rapports, la bête est cantonnée dans les montagnes de Mezenc, dont on ne peut la débusquer. Sans aucun doute, nous la trouverons là-bas, et si Dieu nous favorise. Léonce, mon enfant, dit le moine en soupirant, pourquoi tant vous presser de courir les hasards d'une telle entreprise? Je crains de vous exposer. Et puis, j'espère toujours qu'un événement nouveau pourra vous dispenser de recourir à cette extrémité. Et, mon oncle, comment changer des faits accomplis? Je vous en conjure, ne me retenez pas davantage. Monsieur de la Roche-Boisseau est, m'a-t-on dit, entièrement guéri de sa blessure. Il pourrait profiter de mes lenteurs pour gagner la récompense promise. Or, si ce malheur arrivait, je n'y survivrais pas. Ne dites pas cela, Léonce. Vous ne savez pas combien de pareilles éventualités me désolent. Et pensez que certainement vous ne seriez pas le seul à en souffrir. Elle aussi, cette jeune fille orgueilleuse, elle mourrait de chagrin et de honte si elle se voyait dans l'obligation d'accepter un mari qui ne serait pas digne d'elle. Ingrate et imprudente, elle a, par une insigne folie, déconcerté les plans les plus sages. Vainement, depuis qu'elle a prononcé ce vœu funeste, lui ai-je proposé de l'enfer relevé par le chef de l'Église. Malgré la douceur et la soumission qu'elle montre aujourd'hui, elle a refusé d'y consentir, et elle m'a répondu, avec sa fierté ordinaire, qu'une fille de la maison de Barjac ne devait, dans aucun cas, renier sa parole. Et peut-être, mon oncle, a-t-elle raison, dit Léonce avec mélancolie. Personne, plus que moi, ne regrette ce fatal serment. Mais ne semble-t-il pas que le meilleur moyen de l'expier, c'est de le tenir? Pendant cette conversation, le prieur et son neveu revenaient lentement vers l'abbaye. Ils furent rejoints par Denis et Gervais qui portaient l'un les fusils et l'autre le gibier de leur maître. Denis était un homme de 60 ans, à figure honnête, qui malgré son âge conservait une santé de fer et un jarret infatigable. Gervais, beaucoup plus jeune, semblait avoir la simplicité, mais en même temps la franchise et la droiture des montagnards. Le moine s'arrêta et leur sourit. « Bonjour, mes braves gens, dit-il avec sa bienveillance accoutumée. Je suis fort aise de vous voir pour vous remercier de vos soins affectueux, de votre dévouement à l'égard de ce cher enfant. Quel élève vous avez fait là, maître Denis? Mais croyez-vous vraiment qu'il soit en état d'affronter cette terrible bête du Gévaudan? Et, sauf votre respect, mon révérend père, répliqua Denis avec enthousiasme, notre jeune maître serait capable d'affronter le diable, si la peau du diable pouvait être transpercée par une balle. Je voudrais que votre révérence eût vu comment il a tué ce renard, pas plus tard que tout à l'heure, un lingot dans la tête de 62 pas de distance. On ne peut demander mieux à la poudre et au plomb. J'en suis renversé moi-même. Jamais je n'ai vu une pareille adresse, un coup d'œil aussi sûr, aussi rapide. Et puis, comme monsieur Léonce manie le couteau de chasse, il ne manquera jamais un chevreuil au défaut de l'épaule, je vous le garantis. Ne faut pas se glorifier soi-même, mais considérant que monsieur Léonce n'a reçu de leçons que de moi. Vous avez raison, Denis, répliqua le prieur avec gaieté. On doit être juste, même envers soi-même. Eh bien, vous allez prendre le pas sur nous pour rentrer à l'abbaye et vous débarrasser au plus vite de vos fardeaux. Puis vous irez trouver de ma part
le père économe, et lui dirai de vous remettre à vous, Denis, 20 louis, et à vous, Gervais, 10 louis. Continuez de servir fidèlement mon neveu. Vous en serez récompensés. Denis et Gervais, transportés de joie, voulaient remercier le prieur de sa générosité. Mais le père leur fit signe qu'il désirait demeurer seul avec Léonce. Aussi se contentèrent-ils de s'incliner, et ils reprirent leur course vers le couvent. Quand ils se furent éloignés, Léonce reprit timidement. « J'admire votre libéralité, mon oncle, mais je crains parfois qu'elle ne vous soit onéreuse. Mes fantaisies vous coûtent de grosses sommes. Ces scrupules auraient-ils pour cause les dons que je viens de faire à ces pauvres gens ? Demanda le prieur en souriant. Que cela ne vous inquiète pas, Léonce. Vous pouvez rémunérer dignement tous les services qui vous seront rendus, et dans ce but, j'ai placé moi-même ce matin sur votre table un rouleau de 100 louis, dont vous userez comme il vous conviendra. Je suis confus de vos bontés, mon oncle, et je ne sais si je dois. Acceptez en toute sûreté de conscience, mon enfant, car ce bien est le vôtre. Vous avez été trop délicat jusqu'ici, Léonce, pour vous enquérir de votre fortune patrimoniale, mais elle est considérable, et quand je vous en rendrai compte, ce qui maintenant ne saurait tarder, vous verrez qu'elle a été administrée avec sagesse. Disposez-en donc dès à présent. Vous avez appris chez nous la sobriété, la prudence, la modération dans les désirs. Vous userez avec mesure de votre richesse, j'en suis convaincu. Léonce allait répondre, quand la cloche principale de l'abbaye fut mise en branle, comme les jours de solennité religieuse. « Qu'est-ce-ci, mon oncle ?» demanda-t-il en tressaillant. « Je l'ignore. Il n'y a pas d'office à pareille heure. Il faut donc que cette sonnerie annonce l'arrivée d'un supérieur, ou bien la réunion immédiate du chapitre, et peut-être l'un et l'autre. Or, comme notre excellent père abbé souffre en ce moment d'un de ces accès de goutte et de rhumatisme, il faut aller vite à son secours. Ainsi, Léonce, je vous prie de presser le pas. » « Volontiers, cher père, mais ne devinez-vous pas la cause ? » ?»« J'espère encore qu'il s'agit d'une visite d'apparat. Précisément, monseigneur l'évêque de Mende a commencé sa tournée pastorale depuis quelques jours. Mais, reprit Bonaventure, en apercevant un religieux qui se dirigeait vers eux tout en nage, que nous veut le père Anselme ? Il faut une circonstance extraordinaire pour l'avoir décidé à courir. En effet, un gros moine haletant, dont la figure habituellement épanouie exprimait en ce moment le trouble et l'inquiétude, les atteignit bientôt. « Ah, cher père prieur, s'écria-t-il, hâtez-vous de venir. Jamais notre sainte maison n'a été dans un tel désarroi. On perd la tête, on vous cherche partout. Votre présence seule pourra nous rassurer. » « De quoi s'agit-il donc ? » demanda Bonaventure, en marchant du même pas. « L'hôte qui vient d'arriver n'est-il pas monseigneur l'évêque de Mende ? Hélas, non, père prieur, c'est bien un évêque, mais non celui de Mende. Il s'appelle monseigneur de Cambis, évêque d'Alep in partibus, et il s'intitule commissaire du roi, près l'abbé et le chapitre de Frontenac. » « Commissaire du roi ?» répéta Bonaventure, qui ne put s'empêcher de pâlir. « Et pourquoi le pouvoir temporel interviendrait-il dans les affaires de notre paisible communauté ? C'est ce que vous devez savoir mieux que moi, père prieur, mais monseigneur de Cambis nous parle à tous avec un ton sévère auquel nous ne sommes pas habitués. Il prétend être chargé des ordres formels du roi et de monseigneur l'évêque de Mende, dont nous ressortissons. À peine entré, il a refusé les rafraîchissements que nous nous étions empressés de lui offrir.
et il a commandé d'assembler le chapitre, non pas le grand chapitre, formé de tous les pères de Frontenac, mais le petit chapitre, composé seulement des dignitaires du couvent. On a obéi, car on tremble déjà devant lui, et les membres du petit chapitre sont réunis dans la chambre de l'abbé. Mais ce qui vous étonnera surtout, révérend prieur, c'est que monseigneur s'est d'abord informé de vous. De moi? Oui, et en apprenant votre absence, il a paru craindre que vous n'eussiez quitté le couvent pour toujours, ce qui l'a fort irrité. Il s'est apaisé seulement quand il a su que vous étiez sorti pour une simple promenade. Le père abbé est dans des transes mortelles. Il m'a chargé de courir au-devant de vous et de vous supplier de vous hâter. Eh bien, votre tâche est finie, père Anselme, et nous voici enfin arrivés. Que Dieu nous préserve de tout mal. On entrait en effet dans la première cour de l'abbaye. Cette cour, si calme d'habitude, présentait en ce moment un aspect animé. La litière que le père Bonaventure avait aperçue était encore tout attelée dans un coin. Les 4 laquais de l'escorte avaient mis pied à terre, mais ils restaient immobiles, le bras passé dans la bride de leurs chevaux, comme s'ils eussent attendu des ordres. Des frères laids erraient autour d'eux en paraissant réciter leur chapelet, qui s'agitait bruyamment dans les plis de leurs robes. Quelques pères, groupés à l'entrée d'un corridor qui conduisait à l'appartement de l'abbé, causaient avec chaleur, tandis que la grosse cloche du monastère continuait d'ébranler le vieil édifice de ses tintements sonores. À l'arrivée du prieur on se tut, et tous les yeux se tournèrent vers lui. Mais, soit que la règle de la maison défendît de questionner un supérieur, soit qu'on eût déjà connaissance de quelque rumeur défavorable au père Bonaventure, personne n'osa lui adresser la parole, et l'on se contenta de s'incliner sur son passage. Le prieur, de son côté, avait repris sa sérénité. Après avoir franchi le porche de l'abbaye, il dit amicalement à son guide: « Merci de vos peines, père Anselme, mais, comme vous ne faites pas encore partie du petit chapitre, nous devons nous séparer ici. Je vais monter chez notre révérendissime abbé. Vous, cher père, priez Dieu. » « À quelle intention, s'il vous plaît ?» demanda le moine avec une curiosité mal dissimulée. « Afin que Dieu nous donne à tous la force de remplir un devoir pénible, et nous fasse éviter le scandale. » Et il doubla le pas, laissant Anselme fort intrigué de cette réponse. Comme il allait franchir la porte du corps de logis habité par l'abbé, Bonaventure se sentit retenu doucement, et Léonce, qui ne l'avait pas quitté, lui demanda d'un air inquiet: « Mon oncle, de grâce, que se passe-t-il donc? On dirait qu'un malheur vous menace. Ne pourriez-vous m'apprendre ?» Bonaventure sourit. « Rien, ce n'est rien, mon fils, reprit-il. Vous auriez tort de vous alarmer. Il s'agit sans doute d'une affaire de discipline intérieure, qui sera facilement réglée avec sa grandeur, monseigneur l'évêque d'Alep. Rentrez au pavillon, Léonce, et ne songez plus à tout ceci. Et tenez, ajouta-t-il d'un air de réflexion, puisque vous avez un si vif désir de vous mettre en campagne pour chasser la bête du Gévaudan, je ne vois pas pourquoi je résisterai plus longtemps à vos vœux. Faites donc dès à présent vos préparatifs de départ. À l'issue du chapitre, j'irai vous voir à votre appartement, et nous conviendrons des dernières dispositions à prendre. »« Quoi, mon oncle ?» s'écria Léonce tout joyeux. « Vous consentirez enfin ?» »« Il le faut bien, méchant enfant, puisque vous êtes si impatient de partir. Je ne suis pas encore bien décidé à cette séparation, et je veux m'éclairer sur divers points avant de vous congédier définitivement. Cependant, ne laissez pas de tout disposer comme pour quitter l'abbaye ce soir même. À bientôt donc, mon cher Léonce, on m'attend.
Que Dieu vous garde. » Il sourit encore, salua de la main et entra dans le couvent. Léonce avait le pressentiment que son oncle n'était pas aussi calme qu'il voulait le paraître, mais la joie l'empêcha de remarquer une foule de circonstances qui en tout autre temps eussent éveillé ses soupçons, et il regagna le pavillon des hôtes. Fin de la section 17, lue par Margot. Section 18 de la Bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 18. Le chapitre. La chambre de l'abbé de Frontenac était une sombre pièce, lambrissée en châtaignier, ornée de sculptures et de peintures qui représentaient des sujets tirés de la vie des saints. Les fenêtres profondes, garnies de vitraux coloriés, projetaient des teintes bizarres sur 5 ou 6 vieux moines, à crâne chauve, qui formaient le conseil privé du couvent. Ces religieux étaient assis dans des fauteuils de bois autour de leur abbé, vieillard vénérable, dont la tête n'avait jamais été bien forte et dont les infirmités affaiblissaient de jour en jour l'intelligence. À demi couché dans une grande bergère, le chef de la communauté avait les pieds et les jambes enveloppés de couvertures. Cependant, par respect pour l'illustre visiteur arrivé à Frontenac d'une manière si brusque, il s'était fait revêtir précipitamment de sa robe monacale par-dessus des habillements de malade. Il avait remplacé par une mitre d'or sa coiffure ordinaire, beaucoup moins majestueuse, et il avait ordonné qu'on attachât au bras de son fauteuil sa crosse abbatiale. Ainsi, entouré des insignes de sa dignité ecclésiastique, il s'efforçait de prendre un air froid et grave, qui ne pouvait dissimuler entièrement ses angoisses intérieures et ses souffrances physiques. En face de lui, sur un siège plus élevé que le sien, était assis, comme sur un trône, l'évêque chargé d'une mission royale auprès de l'abbaye de Frontenac. L'exiguïté de taille et la faiblesse de complexion de monseigneur de Cambis contrastaient avec les pouvoirs formidables dont on le disait armé. Il avait fallu glisser un coussin de velours sous ses pieds, qui sans cela n'eussent pas atteint le plancher. Sa figure maigre, osseuse, paraissait douée d'une mobilité singulière. Son regard était vif et perçant, sa voix aigre et sèche, sa parole facile. Il portait la soutane violette, sans rocher, et sa tête aux cheveux rares était couverte d'une simple calotte violette. Malgré son apparence grêle, il y avait en lui quelque chose de fier qui imposait. Sur une table de chêne, placée à portée de sa main, se trouvaient des papiers et des parchemins, dont plusieurs étaient munis de larges sceaux en cire ou en plomb. Quand le prieur entra, l'évêque parlait au chapitre d'une voix étouffée, mais avec une extrême véhémence. Les pères et l'abbé l'écoutaient dans un silence modeste, la tête baissée, les mains cachées dans les amples manches de leurs robes. On eût dit d'autant de statues. Cependant, à la vue du père Bonaventure, la sagesse et la force du couvent, les statues s'animèrent. Tous se redressèrent et semblèrent respirer plus librement. Un éclair d'espérance illumina leurs visages austères. L'abbé surtout parut soulagé d'un poids énorme. Il leva les mains au ciel et dit à l'évêque avec vivacité: « Pardon, monseigneur, voici enfin notre digne père prieur, qui pourra répondre mieux que nous à toutes les demandes de votre grandeur. » Et il ajouta en s'adressant à Bonaventure: « Ah, cher père, dans quel embarras m'avez-vous laissé? Que Dieu m'assiste!
la force m'abandonne. Et il passa un mouchoir sur son front baigné de sueur. L'évêque d'Alep s'était tu et examinait avec une avide curiosité le prieur de Frontenac. Celui-ci ne s'émut nullement quand il sentit ce regard inquisiteur attaché sur lui. Il prit tranquillement de l'eau bénite dans le bénitier, qui se trouvait près de la porte, fit le signe de la croix, s'inclina profondément devant l'abbé, puis, s'agenouillant sur le coussin aux pieds de l'évêque avec humilité. « Plaise à votre grandeur, dit-il, de m'accorder sa bénédiction pastorale. » Il n'y avait rien là que de conforme au cérémonial en usage à cette époque dans la hiérarchie cléricale. Cependant, l'évêque se retira vivement en arrière. « Un moment, père prieur, répondit-il avec sécheresse, nous verrons bientôt si je dois. Levez-vous et prenez place. Vous nous avez bien fait attendre. » Bonaventure se releva, salua de nouveau, puis alla occuper un siège vide à côté de l'abbé. Il y eut un moment de silence menaçant. Père Bonaventure, prieur de l'abbaye de Frontenac, reprit l'évêque d'Alep, en désignant les pièces éparses sur la table. J'ai déjà communiqué au chapitre les pouvoirs en vertu desquels je dois m'enquérir, tant au spirituel qu'au temporel, de certains événements anciens déjà et relatifs à la succession du feu comte de Varinas. Ces pouvoirs m'investissent d'une autorité sans limite pour apprécier les faits dont il s'agit. Voulez-vous jeter un coup d'œil à votre tour sur ces actes? Le prieur ne quitta pas sa place et répondit d'un ton modeste qu'il ne songeait nullement à décliner l'autorité de monseigneur. Pour sa part, il se soumettrait, sans murmurer, à toutes les décisions de sa grandeur. Cette réponse adoucit un peu le prélat. Il suffit, répliqua-t-il, vous surtout, père prieur, vous êtes intéressé à ce qu'on observe rigoureusement dans cette affaire les formes de la justice. Je ne dois pas vous le cacher dès à présent. Vous êtes incriminé de la manière la plus sérieuse, d'une manière qui compromet non seulement votre caractère sacré de prêtre, mais encore votre réputation d'homme de bien. On assure que vous êtes innocent du crime monstrueux dont vous êtes accusé, et qu'un mot de votre bouche suffira pour vous justifier. Puissiez-vous consentir à prononcer ce mot? Je vous faciliterai autant qu'il dépendra de moi les moyens de prouver votre innocence. Mais si vous ne pouvez y parvenir, attendez-vous à trouver en moi un juge inexorable. Bonaventure s'inclina de nouveau. Le bon vieil abbé, qui avait repris courage, osa faire une tentative en faveur de son conseiller ordinaire. « Monseigneur, dit-il doucement, notre bien-aimé prieur, je vous le répète, est parmi nous un modèle de sagesse et de piété. Tous nos pères ici présents sont garants de son innocence. »« Cela est vrai, monseigneur, cela est bien vrai, » dirent les autres moines avec respect. « Paix, mes pères, » interrompit l'évêque, « l'esprit de solidarité religieuse vous emporte trop loin, et peut-être devrais-je adresser de graves reproches à la communauté tout entière. Si un seul a commis le crime, tous les autres n'en ont-ils pas profité? Mais il est temps de sortir des généralités. Écoutez-moi donc, et sachez pourquoi je suis envoyé ici avec la charge de lier et de délier, de récompenser et de punir. » En même temps, il se mit à exposer en détail l'objet de sa mission, les faits dont il s'agissait étant déjà connus du lecteur. Nous nous bornerons à dire en peu de mots comment s'était formé l'orage qui venait d'éclater tout à coup sur l'abbaye de Frontenac et sur son prieur. Nous savons comment l'acte que Fargeot avait d'abord voulu vendre au père Bonaventure était parvenu entre les mains de Laroche-Boisseau.
Possesseur de ce papier, le baron avait tenté de s'en servir pour amener les moines à lui restituer les domaines de Varinas, dont il était l'héritier direct depuis la mort du dernier membre de cette famille. Habilement conseillé par le gris père, il rédigea donc un placet au roi, dans lequel étaient consignés les faits à l'encontre de l'abbaye et de son prieur. Ce placet, accompagné des pièces à la pluie, fut expédié sans retard à Versailles. La Roche-Boisseau, malgré l'état de mépris où il était tombé dans sa province, conservait des amis à la cour. Son titre de baron du Gévaudan et de lieutenant de louveterie lui donnait crédit auprès de certaines personnes influentes qui avaient pris chaudement sa cause en main. Son placet avait donc été remis au roi et recommandé d'une manière spéciale au chancelier de France. Les circonstances étaient favorables pour une instance de cette nature. Le philosophisme faisait des progrès continuels. Voltaire était une puissance. Les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau ébranlaient déjà le vieux monde. Le duc de Choiseul, alors ministre, tenait grand compte de l'opinion publique, à laquelle il avait sacrifié récemment l'ordre détesté des jésuites. Les accusations portées dans le placet contre l'opulente abbaye de Frontenac parurent mériter la plus sérieuse attention. On voulait se donner des airs d'impartialité, en se montrant sévère envers le clergé, comme envers ses ennemis. Or, il y avait dans la captation, dont le comte de Varinas avait été l'objet, surtout dans la mort mystérieuse de son enfant et dans l'abandon de son immense fortune à la communauté, de quoi soulever l'indignation publique. Il importait donc de faire justice le plus tôt possible, tout en évitant un éclat qui aurait eu de fâcheuses conséquences. Dans ce but, le gouvernement royal s'était décidé à envoyer secrètement à Frontenac un commissaire muni de pleins pouvoirs, afin d'examiner cette fâcheuse affaire et de la terminer sans bruit. On avait choisi pour cette mission délicate M. de Cambis, homme passionné, violent, mais d'une intégrité à toute épreuve. L'évêque, par son zèle et son activité infatigable, s'était montré digne de sa haute mission. Il était parti de Paris avant qu'aucun avis pût être transmis à Frontenac. Il avait voyagé nuit et jour, sans s'arrêter autrement que pour faire vérifier ses pouvoirs par l'évêque de Mende, et il tombait comme la foudre à l'abbaye, avec une autorité d'autant plus redoutable qu'elle devait s'exercer dans l'ombre et sans contrôle. Le prélat, prenant en main les papiers qu'il avait apportés, et parmi lesquels se trouvait la déclaration de la femme Fargeau et le placet du baron, énuméra longuement les charges qui s'élevaient contre les pères de Frontenac. Il rappela le procès entamé jadis par les Laroche-Boisseau père et fils, proches parents et héritiers légaux des Varinas, et il affirma que la décision des juges sur la validité du testament du feu comte eût été fort différente si l'on eût connu alors les révélations étranges qui s'étaient produites plus tard. Mais, poursuivit-il, ce n'est pas d'abord sur cette affaire de la succession de Varinas que je veux appeler votre attention, révérend père, que la communauté, dans un désir de lucre et de biens temporels, ait circonvenu un gentilhomme malade dont l'esprit était affaibli, qu'elle ait cru trouver une excuse dans l'hérésie patente, presque avouée des barons de la Roche-Boisseau, pour se faire léguer un héritage auquel ils avaient droit. Ce sont des torts réels sans doute, mais réparables. J'ai qualité pour exiger une restitution en faveur du baron actuel de la Roche-Boisseau, et je n'y manquerai pas, car la justice s'étend aux hérétiques aussi bien qu'aux orthodoxes. Mais ce qui navre le cœur, ce qui excite à la fois l'horreur
et l'indignation, c'est qu'un prêtre de cette maison puisse être raisonnablement soupçonné de complicité d'assassinat sur la personne d'un pauvre petit enfant. Cette épouvantable accusation doit avoir le pas sur toutes les autres, et c'est à elle, mes pères, que je vous adjure de répondre en premier lieu. Parlez sans crainte, rien de ce qui va se dire ici ne doit transpirer au dehors, et un secret absolu couvrira vos aveux. Mais il faut que la vérité apparaisse tout entière. Monseigneur le commissaire royal s'arrêta fatigué par cette longue harangue. À son grand étonnement, les assistants manifestaient plus de tristesse que d'effroi. L'abbé lui-même, malgré ses souffrances, ne se montrait pas abattu, et il dit en se redressant avec noblesse: « Au nom de Dieu, de la Vierge et de tous les saints, je proteste contre les intentions mauvaises, les scandales et les crimes dont on accuse la communauté de Frontenac, et particulièrement notre cher et vénéreux père prieur. Ces imputations sont fausses, calomnieuses, et le respectable prélat qui m'écoute regrettera un jour de s'en être fait l'écho. » Monsieur de Cambis fronça le sourcil. « Fort bien, révérendissime abbé, répliqua-t-il, mais je ne puis me payer plus longtemps de simples dénégations. J'allègue des faits, et c'est par des faits qu'on doit me répondre. Père prieur de Frontenac, poursuivit-il, en s'adressant à Bonaventure, vous avez la plus lourde part dans la responsabilité qui pèse sur l'abbaye. Que pouvez-vous dire pour votre justification? » Bonaventure se leva d'un air modeste. « Monseigneur, répliqua-t-il au milieu d'un profond silence, avant de porter ses accusations contre une maison si ancienne et si illustre, une maison qui a produit tant de défenseurs renommés de la religion, tant de confesseurs de la foi, et qui aujourd'hui encore renferme tant d'hommes éminents par leur science, leur vertu et leur piété. Il eût été juste peut-être, et conforme à l'esprit de l'Église, de contrôler les témoignages de nos détracteurs. Or, qui sont, d'après les pièces mêmes dont vous venez de nous donner connaissance, ceux qui osent déverser sur nous ces odieuses calomnies? Je puis sans manquer à la modération les caractériser ainsi. La nourrice du jeune vicomte, une femme faible et timorée, qui cherchait peut-être dans la culpabilité d'autrui une excuse à sa négligence. Puis le garde Fargeau, son mari, un ivrogne qui a voulu me livrer à moi-même, pour une somme d'argent, la pièce fondamentale de cette accusation, et dont j'ai repoussé l'offre avec mépris. Puis enfin le baron de la Rocheboisseau, un hérétique, un libertin, qui après avoir dépensé son argent en débauche, a voulu se venger de l'échec qu'il avait éprouvé déjà dans la revendication de l'héritage de son oncle. Quant à Jeannot, cet ancien valet de ferme, dont la déposition pourrait avoir tant d'importance, en ce qui me concerne, il est atteint depuis plusieurs années de cette espèce de monomanie qu'on appelle lycanthropie, et son affirmation ne saurait mériter aucune créance. « Fort bien, » dit le prélat en hochant la tête, « je comprends votre système de défense. Vous voulez mettre la haute réputation de sagesse et de piété, dont vous jouissez, en regard de l'indignité de vos adversaires. Mais des gens peu estimables par eux-mêmes peuvent avoir dit vrai, et encore une fois, de simples dénégations ne suffisent pas pour détruire un faisceau de preuves matérielles. Pour ce qui est du monomane Jeannot, l'ancien garde général de Mercoire affirme, sous la garantie du baron de la Rocheboisseau, que cet homme, malgré son infirmité actuelle, a des instants de lucidité. En conséquence, M. de la Rocheboisseau et Fargeau se sont mis à la recherche de ce malheureux, et ils se font forts dans quelques jours. Je puis leur épargner
une démarche fatigante et peut-être périlleuse, répliqua le prieur avec calme. Votre grandeur ne m'a pas compris, monseigneur. Je n'ai nulle intention de renier certains témoignages, et pour vous le prouver, j'avoue que Jeannot a dit la vérité. Tous les pères ici présents savent, en effet, que le soir de la disparition du petit vicomte, je me trouvais dans le voisinage du château de Varinas, avec une personne inconnue. Monseigneur de Cambis bondit sur son siège. « Vous avouez » s'écria-t-il. « Comment, prêtre indigne et sacrilège, vous osez convenir ?»« Permettez, monseigneur, nous ne nous entendrons pas encore. Oui, je me trouvais à Varinas lors de la catastrophe, mais je repousse de toute la force de mon innocence le crime que l'on me reproche, si vraiment il y a crime. » « Alors, comment expliquez-vous ?»« Je n'explique pas, monseigneur. Un serment solennel que j'ai prononcé, et que tous les pères ici présents ont prononcé comme moi, nous défend de dire ce que je faisais alors à Varinas, et ce serment nous obligera encore à garder le silence le plus absolu sur ce point pendant 2 mois environ. » Le prélat parut frappé de surprise. « Un serment ? Et qui engage tout le chapitre ?» reprit-il avec un sourire d'incrédulité. « C'est là une étrange excuse, et vous me permettrez, mes révérends pères, de la trouver difficilement admissible. » « Et pourtant, dit l'abbé, notre digne prieur n'a jamais menti. Dans tous les cas, je puis vous délier de votre serment, en vertu des pleins pouvoirs spirituels dont je suis revêtu. Avec votre permission, monseigneur, le Saint-Père seul peut annuler un serment, et vous n'êtes pas muni d'un bref de sa sainteté. Eh bien, j'écrirai en cours de Rome afin d'obtenir ce bref, et alors vous n'aurez plus aucun prétexte pour vous taire. En effet, monseigneur, mais Rome est loin d'ici, et la bulle de sa sainteté ne pourrait guère arriver à Frontenac avant 2 mois. Or, dans 2 mois, rien ne s'opposera plus à ce que notre secret soit connu. À merveille, mes pères, ainsi j'attendrai paisiblement pendant 2 mois qu'il vous plût de vous justifier. Mais il est un autre moyen de vous décider à parler. Je suis prêtre comme vous, et comme vous, j'ai charge d'âme. Je vous somme donc de me révéler, sous le sceau de la confession, les événements qui sont à votre connaissance. » Cette proposition produisit une certaine impression sur les membres du chapitre. Ils tournèrent les yeux vers le prieur, qui seul ne montra aucune hésitation, et dit d'un ton ferme. « Le cas a été prévu, mes révérends pères. Souvenez-vous des conditions minutieuses qui nous ont été imposées. Quant à moi, je me refuse à trahir, même sous le sceau de la confession, un secret qui a été confié à mon honneur d'homme de bien, à ma foi de ministre des autels. Et nous de même, répétèrent les autres moines. Cette résistance opiniâtre à ses volontés, cette confiance absolue dans le prieur, achevèrent de porter au comble le mécontentement de M. de Cambis. Il se leva, et malgré sa petite taille, il y avait sur son visage une telle expression de mépris, d'indignation, de menace, que tous les assistants frémirent. « Plus de doute, reprit-il avec un accent contenu, c'est un concert pour éluder les ordres de l'autorité spirituelle et temporelle. C'est une rébellion ouverte contre tout ce qui est respectable, sur la terre et dans le ciel. C'est une ruse pour échapper au châtiment mérité. Si je vous accordais, mes pères, le délai que vous demandez, qui sait quelle machination vous inventeriez encore, afin de tromper ma justice? Vous subissez une influence mauvaise, et cette influence est celle d'un moine audacieux et subtil qui commande ici en maître. Mais je saurais bien abattre son orgueil. Voyons, mes révérends pères, il en est encore temps. Voulez-vous répondre à mes questions? Voulez-vous enfin vous soustraire aux tentations
de cet esprit du mal qui vous souffle la révolte. Les moines étaient consternés et tremblants, mais ils se taisaient. Monseigneur, dit le pauvre vieil abbé avec douleur, ce que vous prenez pour de la révolte est seulement la conscience d'un grand devoir. Encore une fois, le jour où la vérité vous sera connue, vous regretterez amèrement votre sévérité et votre précipitation. C'est assez, révérend père, j'en rendrai compte au juge des juges. Eh bien, puisque tout le couvent a péché, tout le couvent partagera la peine et l'expiation. Je m'établis ici, jusqu'à ce que je sois parvenu à dompter votre obstination insensée. J'occuperai une de vos cellules, et la pitance du dernier de vos frères laids me suffira. Je prends de ce moment le gouvernement de ce monastère, que je mets en interdit, suivant les pouvoirs que j'ai reçus. Toutes les fonctions sont suspendues. Il n'y a plus ici ni abbé, ni prieur, ni dignitaire d'aucune sorte, mais des moines indignes en rébellion contre leur Dieu et leur roi. Les cloches de l'abbaye ne sonneront plus. La lampe du sanctuaire sera éteinte. On ne célébrera plus l'office divin dans l'église profanée. On jeûnera chaque jour. L'ordinaire se composera de pain et de légumes cuits à l'eau. La communauté ne pourra plus s'assembler, et personne ne franchira la porte du couvent sans une permission expresse. 3 fois par jour, les prophètes et les novices réciteront les psaumes de la pénitence. Cet état de choses durera tant que l'on n'aura pas répondu à mes questions relativement à la succession de Varinas et au meurtre de l'enfant. Celui qui transgresserait ces prescriptions encourait une sentence d'excommunication, quel qu'il fût. Les larmes et les sanglots éclatèrent de toutes parts. Bonaventure, éperdu, vint se jeter aux pieds de l'évêque. « Ô monseigneur, monseigneur, s'écria-t-il, je vous en conjure, ne traitez pas avec cette rigueur une sainte maison, où la loi de Dieu et celle des hommes n'ont jamais cessé d'être respectées. S'il y avait un coupable, ce serait moi seul, qui suis chargé des intérêts terrestres de l'abbaye. Vous l'avouez donc de nouveau. Alors, ayez le courage de confesser entièrement vos iniquités, et ma justice épargnera vos frères, plus égarés que coupables sans doute, pour s'appesantir sur vous seuls. Mais obéir serait un sacrilège. Il y va d'intérêts chers et sacrés, qui me sont plus précieux que la vie. Je vous le jure, monseigneur, je vous le jure, sur mon salut éternel. Osez-vous parler de votre salut, lévite prévaricateur et anathème? Si je n'écoutais que ma légitime colère, je vous dégraderais à l'instant des saints ordres, et je vous livrerais aux bras séculiers. Mais puisque la crainte du scandale m'empêche d'en venir à cette extrémité, ne croyez pas que je vous réserve un châtiment moins dur. Le jour où votre crime sera définitivement prouvé, vous serez jeté dans un cachot où vous ne reverrez jamais la lumière du ciel. En attendant, retirez-vous dans votre cellule. Vous y serez au pain et à l'eau de pénitence. Vous ne communiquerez avec personne, et les clés m'en seront remises à moi seul. Quiconque vous adresserait la parole, sans ma permission spéciale, serait frappé aussitôt d'excommunication. Cette sentence terrible fut accueillie par un redoublement de sanglots, mais Bonaventure, qui avait senti si profondément la douleur et la honte quand il s'agissait du châtiment infligé à la communauté, se montra plein de résignation quand il ne s'agit plus que de lui-même. « Monseigneur, dit-il en croisant ses bras sur sa poitrine, nous sommes peut-être l'un et l'autre dans notre devoir. Que Dieu vous pardonne et vous éclaire. Je me soumets sans murmure à la pénitence qu'il vous a plu de m'imposer. Et nous de même, monseigneur, répétèrent les membres du chapitre, les uns après les autres, avec humilité. Le commissaire royal parut enfin,
éprouvait un doute sur la culpabilité de ces pauvres religieux. Il était juge sévère, mais sa piété était sincère et profonde. Il fit 2 ou 3 tours dans la salle d'un air pensif, puis il vint s'agenouiller en silence devant un crucifix d'ivoire qui décorait un panneau de la boiserie. Après avoir prié un moment, il se releva et dit aux moines qui avaient repris leur attitude silencieuse et recueillie. « Excusez-moi, mes pères, j'ai péché par excès de zèle et de présomption humaine. Jusqu'ici, je n'ai pas apporté dans cette affaire la patience et la modération que vous deviez attendre d'un juge. Mes pères, je suspendrai l'effet de mes menaces pendant 1 heure, à partir de ce moment. Dans cet intervalle peut-être Dieu vous inspirera-t-il le repentir et la confiance. Mais si vos cœurs restaient endurcis, vous ne vous en prendriez qu'à vous des suites de votre obstination. Délibérez donc avec calme. Je vais attendre dans une cellule voisine le résultat de vos réflexions, et l'heure expirée, je viendrai savoir votre réponse. Que la paix soit avec vous, mes référends pères. » Et il sortit d'un pas mesuré, laissant les moines libres de se communiquer leurs craintes et leurs projets. Après son départ, les lamentations continuèrent, mais aucun doute, aucune incertitude ne se manifesta sur le parti à prendre. Les membres du chapitre furent d'accord unanimement qu'il valait mieux subir les humiliations et les rigueurs que de trahir un secret confié à leur conscience, et Bonaventure, par quelques mots bien sentis, les confirma dans cette résolution. « Mes chers pères, leur dit-il d'une voix émue, il nous serait facile de renverser l'échafaudage de calomnie qu'on dresse contre nous, mais nous ne pourrions le faire sans violer des scrupules respectables. Acceptons donc, avec résignation, l'épreuve que le ciel nous envoie. Nous en sortirons plus forts et plus purs. Gardons-nous, cependant, de blâmer la main qui nous frappe. Les plus fidèles serviteurs de Dieu sont eux-mêmes sujets à l'erreur. Le jour, et ce jour n'est pas bien éloigné, où éclatera notre innocence, nous nous relèverons dans notre force et notre dignité. » Tous les moines s'embrassèrent, puis Bonaventure parut se disposer à quitter le chapitre. « Quoi, père prieur, dit le vieil abbé avec inquiétude, allez-vous nous abandonner encore? Monseigneur de Cambis ne tardera pas à rentrer, et je me sens bien faible pour supporter le poids de sa colère. »« Je ne serai absent qu'un moment, répliqua Bonaventure. Je veux profiter du court répit qu'on nous accorde pour exécuter un projet dont l'ajournement pourrait rencontrer plus tard certaines difficultés. » Et il dit à voix basse au supérieur ce dont il s'agissait. « Bien, bien, cher prieur, vous avez toujours raison, répondit l'abbé. Allez donc, et revenez bien vite pour nous prêter l'appui de votre prudence et de votre courage. » Le prieur s'inclina et sortit. Il traversa précipitamment les corridors silencieux, les cloîtres, les cours et se dirigea vers le pavillon des hôtes. Tout était calme sur son chemin. Le couvent avait son aspect accoutumé. Aucun signe n'annonçait encore l'exécution de la sentence portée par l'évêque contre la malheureuse abbaye. Les portes étaient ouvertes, chacun pouvait entrer et sortir librement. Bonaventure crut seulement s'apercevoir que les pères et les frères qui passaient près de lui, en lui adressant le salut d'usage, avaient un air triste, abattu, comme s'ils eussent pressenti le cruel changement qui se préparait. Léonce, dans son petit appartement, achevait de faire empaqueter les armes et les effets qu'il comptait emporter. À la vue du prieur, il courut au-devant de lui et dit avec inquiétude : « Eh bien, mon oncle, viendriez-vous m'apporter contre-ordre ?»« Au contraire, mon enfant, dit Bonaventure, toute réflexion faite, je ne veux pas davantage contrarier vos désirs. Comme vous le disiez vous-même,
Le temps se passe, et vous pourriez manquer l'occasion favorable de mener à bien votre entreprise. Ainsi donc, je vous donne congé, et je reçois vos adieux. Vous allez partir à l'instant même. À l'instant, mon oncle, s'écria Léonce avec étonnement. Pourquoi non? Vous irez coucher ce soir à Mende avec vos gens, et vous vous mettrez demain matin de bonne heure en route pour les montagnes de Mézinc. De la sorte vous gagnerez un jour, et ce peut être important dans une semblable affaire. Mes amis, poursuivit-il, en s'adressant à Denis et à Gervais, qui fermaient les valises, chargez immédiatement ces bagages sur les chevaux, et sur le mulet de bas, qui appartiennent à mon neveu. Allez, et que tout soit prêt dans 10 minutes. Le piqueur et Gervais obéirent. Quand ils se furent éloignés, Léonce demanda vivement. Mon bon oncle, que se passe-t-il donc? Votre subite détermination, cet empressement à me voir partir, quand ce matin encore vous paraissiez éprouver tant de répugnance pour ce voyage, me donne à penser. Et puis, vous êtes pâle, vos joues portent des traces de larmes. Que vous est-il arrivé? Vous ne vous attendiez pas sans doute, mon enfant, que notre séparation pût s'accomplir sans de vifs regrets de ma part? Mais laissons cela, mon cher Léonce, et écoutez mes conseils, des derniers sans doute que vous recevrez de moi d'ici à bien longtemps. Il donna en peu de mots à son neveu des instructions sages et pleines de prudence, auxquelles le jeune homme promit de se conformer. Puis il poursuivit avec émotion. Et maintenant, mon fils, encore une recommandation plus sérieuse que vous ne pourriez le croire. J'ai cherché déjà bien des fois à vous prémunir contre certaines calomnies que des ennemis puissants se plaisent à répandre contre les pères de Frontenac, contre moi-même. Fermez toujours l'oreille, je vous en conjure, à ces détestables mensonges. Quand le monde entier s'élèverait contre nous, laissez-moi espérer que vous nous garderez pieusement dans votre cœur des sentiments d'estime et de reconnaissance. En pouvez-vous douter, mon oncle? Interrompit Léonce avec chaleur. Si quelqu'un avait l'audace de soutenir devant moi. Ne cherchez pas à combattre ces viles médisances, mon enfant. Elles tomberont bientôt d'elles-mêmes. Il me suffit de savoir que vous ne leur accorderez aucune créance. Et à ce propos, mon fils, il se pourrait que dans vos courses aventureuses, vous rencontrassiez le baron de la Roche-Boisseau. J'exige encore de mon jeune parent, de mon pupille bien-aimé, sa parole solennelle qu'il n'engagera de querelle en aucune circonstance et sous aucun prétexte avec le baron. Peut-il me la donner? Je ne vois pas, mon oncle, pourquoi j'aurais des ménagements pour cet indigne gentilhomme qui a si gravement offensé mademoiselle de Barjac et qui vous a outragé vous-même. Mademoiselle de Barjac s'est vengée, et moi, je suis chrétien, je sais pardonner. J'ai de fortes raisons, mon enfant, pour réclamer de vous cet engagement. Cher Léonce, refuserez-vous de le prendre? Léonce fit la promesse exigée, mais avec une visible répugnance. Alors l'oncle et le neveu s'embrassèrent cordialement. L'un et l'autre avaient les yeux pleins de larmes. « Allons, il est temps, » reprit courageusement le prieur. « Venez. Je transmettrai vos adieux à ceux de nos pères dont vous êtes particulièrement l'élève et l'ami. Ils excuseront ce départ inopiné. Mais c'est à peine s'il nous reste quelques minutes. » Tout en parlant, il entraînait son neveu vers la cour. « Et quoi, mon oncle? » demanda Léonce. « Mon départ de cette abbaye, qui est pour moi comme la maison paternelle, doit-il donc avoir le caractère d'une retraite furtive, d'une fuite? Je vous expliquerai cela plus tard. Mais l'on m'attend. Venez, venez. » À la porte du couvent, ils trouvèrent Denis et Gervais qui avaient fait diligence. Les 2 chevaux de main étaient déjà sellés. Le mulet était chargé de bagages, et le piqueur tenait en laisse le limier et le dogue,
qui grondaient tout bas de se voir si près l'un de l'autre. Bonaventure recommanda chaleureusement son neveu aux deux valets, leur promettant les plus magnifiques récompenses s'ils le ramenaient sain et sauf. Ces braves gens renouvelèrent leur promesse de défendre leur jeune maître jusqu'à la mort. Puis ils partirent en avant, car Léonce, mieux monté, ne pouvait manquer de les atteindre bientôt. Demeurés seuls, l'oncle et le neveu s'embrassèrent de nouveau, et Léonce se mit en selle. « Que Dieu vous bénisse, mon enfant, dit le prieur, qu'il vous protège contre les dangers, et qu'il vous fasse réussir dans votre entreprise, surtout qu'il vous ramène bientôt au milieu de vos amis. » Le voyageur s'éloigna lentement, non sans retourner plusieurs fois la tête, et le moine, tout en larmes, rentra dans l'abbaye en murmurant « Que mon sort s'accomplisse, voici du moins une grande affliction d'éviter. Il m'eût été trop pénible d'avoir ce noble enfant pour témoin de mon humiliation, et d'ailleurs il eût tout compromis par quelque démarche imprudente. Ah, il ne saura jamais combien son élévation m'aura coûté cher. » Et il courut à la chambre de l'abbé, où il arriva peu de minutes seulement avant l'heure fixée par l'évêque. Fin de la section 18, lue par Margot.